Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 14 août 2023. Voici les principaux titres. L'impunité envers les éducateurs qui abusent sexuellement des élèves comme cause de l'augmentation des cas de viol dans le pays. Elali Nivizi s'appuie sur le cas d'une élève engrossée par le directeur de l'Ecofo Kizi. Vous allez la suivre tout à l'heure. Il y a inégalité dans le paiement des impôts et taxes entre les riches et les pauvres au Burundi. Analyse d'un économiste au cours d'un café de presse organisé par l'OLUCOM. Vous allez également le suivre au cours de cette édition. Et le secrétaire général des Nations Unies interpellé sur les persécutions que subissent les réfugiés burundais en Tanzanie. La coalition CBDH Vicar a adressé une correspondance à Antonio Guterres. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Les habitants du secteur Burinyuza de la commune Chibitoke en province Chibitoke s'insurgent contre une sorte de couvre-feu imposé par les Imbonerakure qui font la pluie et le beau temps dans cette localité. La semaine dernière, ces Imbonerakure ont passé à tabac 2 personnes. Le point avec Elvis Niomongeri. Les cas les pires récents où les Imbonerakure ont retiré déjà date de jeudi et samedi la semaine passée. Des personnes ont été tabassées par les Imbonerakure qui voudraient s'improviser en policiers et imposer les aires de circulation et de fermeté des activités de petits commerces. L'une des personnes a été persécutée parce qu'elle rentrait tard dans la nuit et l'autre parce qu'elle exerçait son métier de commerce tard dans la nuit. Ces Imbonerakure persécutent la population. Vraiment, c'est un problème. Par exemple, jeudi dernier, ces Imbonerakure ont tabassé sérieusement une personne à l'accusant de continuer à exercer le commerce de tomates pendant la nuit. Il l'a tabassé, menaçant même de la tuer sur place et qu'il n'y aurait pas de conséquences. Même la nuit de samedi dernier, un certain Samuel a été arrêté puis persécuté par ces Imbonerakure en l'accusant qu'il rentrait tard lorsqu'il revenait d'assister à un match de football. Les responsables des Imbonerakure, surnommés Mirangoni et Nazaria, et prendraient le devant dans ces actes de persécution contre la population paisible, la population des pauvres, le silence et l'inagation des administratifs pourtant avertis. Nous avons essayé d'en informer les administratifs, mais sans succès. Nous nous insurgeons contre ce comportement des Imbonerakure qui persécutent la population. Les responsables de ces Imbonerakure sont premièrement pointés du doigt, par exemple, un certain Murangoni et Nevash. Personne n'est au-dessus de la loi. Nous demandons qu'il soit traduit en justice. Imaginez une personne tabassée en pleine journée alors qu'il n'est pas voleur. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Manirakiza Gilbert, administrateur de la commune Rugombo, mais il était injoignable sur son téléphone. La rédaction de la RPA a pu répertorier 3 cas d'assassinat dans 2 provinces du pays au cours de la semaine écoulée. Parmi ces cas, 2 ont été retrouvées mortes et un autre a été fusillé. Les détails avec Dani Claire, il la trouve. 2 personnes ont été retrouvées mortes en mairie de Bujumbura la semaine passée. La première est une personne qui n'a pas été identifié. Son corps a été retrouvé dans un caniveau situé tout près d'un bar du Nodo Guinélis, dans la localité appelée Kanga, en zone Kinama, commune Nahangwa, samedi dernier. Nos sources à Kinama indiquent que la victime a été étranglée par des inconnus, puis jetée à cet endroit. La deuxième personne tuée à mairie de Bujumbura est un certain Leonidas Manirakiza, âgé de 56 ans. Son corps a été retrouvé sur avenue Muranvia, en zone Lohilo, lundi dernier. Nos sources à Lohilo disent que la victime a été étranglée
étranglé et il a subi des coups au niveau de la tête puis jeté à cet endroit. Leonidas Manilakiza était natif de la commune Lusaka, province Mwaro. La troisième personne tuée est de la province Cibitoke. Il s'agit d'Isidore Nyungabo, surnommé Maïcha, chef des Imbonerakure, en commune Mabayi. Il a été fusillé 3 fois au niveau de la tête à son domicile sur la colline Gaseveyi, commune Mabayi, par des personnes qui parlaient Kinyarwanda mercredi dernier. Les malfaiteurs ont fait retour à la réserve naturelle de Kibira. Les démobilisés vivant avec handicap issus des forces armées burundaises, ex-FAB et des anciens combattants ex-PMPA dénoncent les actes d'injustice à leur égard. Ils indiquent qu'ils ont été régularisés par décret présidentiel comme tous les autres militaires en ce qui concerne certaines indemnités, mais qu'ils n'ont perçu cet argent qu'une seule fois. Le point avec Onésime de Chimaguizé. Ces démobilisés handicapés de guerre indiquent qu'ils ont été rétablis dans leurs droits par le président de la République, comme il a fait pour les militaires en fonction. Ils regrettent cependant qu'ils ont perçu l'argent promis une seule fois au mois d'avril 2023, témoigne un de ces démobilisés. Vraiment, nous sommes victimes d'une injustice. Nous avons été démobilisés le 15 septembre 2006. Depuis lors, nos salaires ont été bloqués. Ils nous ont dit qu'on a droit aux indemnités. Heureusement, le président de la République nous a rétablis dans nos droits au mois d'avril, comme il l'a fait aux militaires en fonction. Pourtant, nous avons perçu cet argent une seule fois au mois d'avril et on n'a pas eu aucune information sur les causes de cette suspension. Nous aimerions que le président sache qu'il y a des gens qui sont victimes d'injustice, alors qu'il les avait rétablis dans les droits. Ces démobilisés font également savoir que le président de la République leur a accordé certaines indemnités dans un décret du 18 novembre 2021 et le ministre de la Défense a par la suite nommé une commission chargée de calculer le montant que chaque démobilisé aura bénéficié tenant compte de grade et de son état de santé. Ils affirment qu'au début de cette année 2023, le ministre de la Défense a effectué une descente dans différentes provinces pour informer ces démobilisés qu'ils allaient bientôt percevoir les indemnités. Mais ils attendent toujours, regrettent encore un de ces démobilisés qui s'est confié à la RPA. Au mois de février de cette année, le ministre de la Défense disait qu'on allait percevoir nos indemnités au mois de mars de cette même année. Nous avons attendu, mais rien n'a été donné. Ils nous ont également rassuré qu'avec le nouveau budget du gouvernement 2023-2024, on aura notre argent. Mais on n'a rien obtenu fin juillet. Nous entendons parler qu'ils vont bientôt procéder à un nouveau recensement, mais nous ne comprenons pas en quoi va servir ce recensement, car on nous a déjà recensés. Nous constatons qu'ils ne veulent pas qu'on puisse accéder à ce qui nous a été promis par le président de la République, qu'ils sachent que le ministère de la Défense ne fait pas grand-chose pour que nous puissions bénéficier de ces indemnités. Ces militaires vivant avec handicap demandent au ministre de la Défense et des anciens combattants de mettre en application le décret relatif à ces indemnités. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le porte-parole du ministère de la Défense, le colonel Forbé Rierek. Certains employés des sociétés de gardiennage indiquent qu'ils commencent à perdre espoir quant à la résolution des difficultés rencontrées dans l'exercice de leur métier. Ils signalent que les récentes interventions de leur ministère de tutelle ne donnent aucun résultat jusqu'à présent. Éloge Divin Remecha nous en dit plus. Le code du travail et ses textes d'application doivent intégralement être respectés tels qu'ils sont. Il en est de même pour le code de sécurité sociale et ses textes d'application. Je vous donne 3 mois pour tout mettre en ordre, sinon j'allais en principe procéder à la suspension des sociétés qui ne sont pas en ordre jusqu'à ce qu'elles se corrigent. C'était au mois d'avril dernier, le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, s'adressait aux responsables de sociétés privées de gardiennage. Même si le ministre avait donné un délai de 3 mois pour remettre de l'ordre au sein de ces sociétés, rien n'a encore été fait. 4 mois après, c'est le désespoir chez certains agents de ces sociétés qui se sont confiés à la RPA. Nous sommes au mois d'août et rien n'a été fait. Nous sommes attristés par le fait que nous ne sommes pas soignés, pas de cotisation à l'INSS et sans oublier les problèmes liés au salaire et aux autres difficultés liées au travail. On se demande ce qui va pousser nos patrons à nous écouter et répondre à nos doléances alors qu'ils ne respectent même pas les recommandations des institutions du pays.
Ces agents des sociétés de gardiennage ont également fait savoir au numéro 1 burundais leurs difficultés liées au non-respect du code de travail par leur patron, d'où ils sollicitent à présent son intervention directe. Le ministre a tout dit, mais nos patrons n'ont rien fait. À l'heure actuelle, nous sollicitons l'intervention du président de la République qu'il prenne en main cette question et qu'il nous aide à trouver des réponses afin que nous aussi, nous soyons traités comme d'autres employés. Vous saurez que l'on dénombre près de 40 sociétés qui œuvrent dans ce secteur de gardiennage. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Pierre Mouliquier, porte-parole du ministère de l'Intérieur, pour savoir où en est le suivi du respect des recommandations du ministre Niteretse, mais sans succès. Les défenseurs des droits des enfants se disent inquiets à cause du taux de consommation des liqueurs par les élèves en vacances. Selon les défenseurs des droits des enfants, ceux qui ne consomment pas ces boissons très alcoolisées consomment d'autres genres de stupéfiants. Pour eux, le Burundi est en train de perdre petit à petit son avenir. Ils proposent la mise en place des camps de travail chaque fois pendant les vacances pour pouvoir occuper ces jeunes. Suivez l'un des défenseurs des droits des enfants. muri iki gihe cy'uburuhuko muri rusange je mbona abana b'ubunye kweri nta kintu kubera abana b'ubunye barahevye n'inzoga nka zya nzoga za barudi banazigomera menshi. En ces périodes de vacances, je ne parviens pas à comprendre le comportement des enfants. Ils ne consomment plus des boissons braroudi, ils consomment plutôt des liqueurs fabriquées à Kayanza, par exemple les liquides. Il y en a beaucoup de gammes. Et ceux qui ne consomment pas les liqueurs consomment d'autres formes de stupéfiants, par exemple les boosters. Vraiment, je ne parviens pas à comprendre ce que vont devenir ces enfants. Dans les années passées, on pouvait organiser des camps de travail qui occupaient les enfants pendant les vacances. Mais aujourd'hui, l'on voit les enfants en train de déambuler dans la rue. Mais tout ça, nous constatons que ça affecte les enfants. Tous les indicateurs montrent que les boissons font du mal à ces enfants. Ça fait peur. C'est visible que les enfants en vacances auront du mal à s'adapter à la vie scolaire une fois de retour à l'école. Ils risquent de devenir dépendants de l'alcool et auront toujours envie de retourner boire ces boissons. Il faudrait donc qu'ils aient beaucoup de séminaires en rapport avec les effets néfastes des stupéfiants. Kogwa nuko abana bogerageza bakaraba akabaho inyigisho nyinshi zituma abana babereka yuko cyane ubwo inzoga zikaza n'ibiyabiramo turi ku ntebe y'ishuri ari ikibazo ikindi naco bakaberekana cyane ingaruka mbi zijanye n'ivyo bintu igihe cy'intumwa ari ku ishuri. Je vous le disais en titre, l'impunité envers les éducateurs qui abusent sexuellement des élèves est à l'origine de l'augmentation des cas de viol dans le pays. Réaction d'une activiste dans le secteur éducatif après que le directeur de l'école fondamentale Kizi de la commune Rusaka en province Mwaro a engrossé une élève de cette école. Elle a dit Nibizi encourage les membres des comités de différentes écoles de porter plainte contre ces éducateurs. C'est avec tristesse que j'ai appris que en province scolaire de Mwaro, commune scolaire de Rusaka et école fondamentale de Kizi, qu'une élève de la 6e année primaire a été abusée par son directeur Dieudonné Ndabashinze. Le directeur qui devait plutôt prendre en charge l'éducation de ses enfants, qui devait protéger l'intégrité de l'école, protéger l'éthique et protéger les valeurs, et qui malheureusement a été la cause même d'une grossesse. Et cela est dû à quoi? C'est l'impunité. C'est l'impunité. D'abord, la loi est faible, même si la loi existe. Le peu qui existe dans les dispositions qui protègent contre les violences sexuelles basées sur le genre en milieu scolaire, le peu qu'il y a n'est pas appliqué. Et c'est pourquoi j'interpelle les personnes qui sont engagées dans la protection du droit à l'éducation, en commençant par le comité de gestion de l'école. Le comité de gestion de l'école, il a l'obligation de veiller à ce que les enfants à l'école soient protégés, de s'enquérir de toutes les causes de l'abandon scolaire, de toutes les causes de la perturbation de la scolarisation des enfants et de les dénoncer et même de les éradiquer et même de saisir les échelons supérieurs pour voir si une solution peut être trouvée. J'interpelle les professeurs, le comité des professeurs, j'interpelle tout le monde afin qu'ils agissent à tel point que ce directeur soit arrêté et qu'il puisse payer de ses forfaits.
Elali Nivizi s'insurge contre les parents qui acceptent d'être corrompus dans de pareils cas. Elle leur rappelle que l'enfant ne se remet jamais d'une telle blessure. Il utilise la corruption. J'interpelle les parents. Partout où ils sont, oui, les parents de cet élève d'abord, mais les parents d'élèves partout où ils sont, en leur disant que la corruption que l'on vous donne pour calmer la situation, pour protéger la personne qui a violé votre enfant, la personne qui est à la base d'une grossesse non désirée à votre enfant, cet argent-là ne signifie rien. Cette corruption ne va pas du tout réparer les blessures que cet élève-là aura connues. Il ne va pas réparer non plus les blessures que cet enfant non désiré aura, parce que déjà, il va naître. Ils vont dire que c'est un enfant de la honte. C'est dommage. Cet enfant qui naît sans famille, qui est renié déjà par le père, n'étant pas encore né, cet enfant qui n'aura pas d'éducation, qui n'aura pas de nom, qui aura des difficultés pour être enregistré à l'état civil, cette corruption ne va pas remplacer toute la vie, toute l'histoire de cet enfant qui sera appelé enfant naturel et dont le père ne va pas du tout accepter de le faire enregistrer, d'apparaître dans les registres de l'état civil. J'interpelle donc les parents de ne pas tomber dans le piège de des criminels qui bloquent la vie de leurs enfants. J'interpelle donc le ministre de l'Éducation de collaborer avec la ministre de la Justice afin de voir comment éradiquer ça. Une stratégie commune, s'il faut changer les lois, s'il faut mettre des structures à l'école, comme des comités de protection du droit de l'enfant en milieu scolaire, comme des comités amis des filles en milieu scolaire, j'interpelle le ministre de l'Éducation de commencer avec des actions concrètes qui protègent ces enfants. Mais aussi, il y a une chose qui a été un très mauvais antécédent. Monsieur le ministre de l'Éducation, un témoin des forfaits que commettent les éducateurs au lycée Christ-Roi a été emprisonné. Emilienne Sibomana est maintenant emprisonnée pour dénonciation calomnieuse parce qu'elle a osé dénoncer les forfaits que pose son directeur à l'encontre des élèves filles. Et là, elle a été arrêtée, elle a été emprisonnée, elle a été faussement accusée, illégalement emprisonnée et injustement accusée, et vous avez gardé le silence. Madame la ministre de la Justice, le ministère public s'est saisi du cas d'Emilienne comme un cas avant même la plainte de la personne accusée, comme une dénonciation calomnieuse. Et vous croyez que ce n'est pas un mauvais antécédent? Vous êtes là, vous vous complaisez à croire que tout ira bien de soi-même, alors qu'un témoin des violences de cette nature est emprisonné, est arrêté et jugé de manière injuste. Vous pouvez retrouver ce journal sur YouTube sur le compte de la radio publique africaine Idjwi Gabanyagihugu. Dans un instant, nous parlons économie. La pénurie du sucre devient un casse-tête à Vugizo. La situation s'est aggravée avec l'annonce de la montée du prix de cette denrée. Le sucre est très rare et souvent en cachette dans cette commune de la province Makamba. Les détails avec Eric Nyonzima. Cette pénurie du sucre frappe toutes les communes de la province Makamba, comme toutes les zones de la commune Vugizo en province Makamba. Les habitants de cette commune pointent du doigt certains commerçants de cette denrée alimentaire qui exacerberaient la situation. Ils sont accusés soit du favoritisme, soit de la spéculation dans la commercialisation de ce produit. Cette pénurie s'observe dans les communes de Vugizo, Nyanzarake, même en commune Makamba, c'est donc partout dans la province de Makamba. Même avant l'augmentation de son prix, il n'était pas disponible comme il faut. Pour le moment, même une fois disponible, les commerçants en distribuent selon les connaissances. Ce n'est pas tout le monde qui en bénéficie. Ces habitants de Vugizo indiquent que quelquefois le sucre est disponible une fois la semaine. Là, le prix est exorbitant. Chercher le sucre dans la commune Vugizo, c'est comme si on cherche une aiguille dans une forêt. Il peut être disponible une fois la semaine, mais à 5300, voire même 6000 francs par le kilo. Presque tout le monde a abandonné la consommation de cette denrée alimentaire. On avait l'espoir qu'on a augmenté le prix, on croyait qu'on n'en manquerait plus, mais ça n'a pas été le cas. Comme le prix officiel d'un kilo de sucre est de 3300, alors qu'il était à 2500 francs burundais, ces habitants demandent à l'association de les approvisionner de cette denrée alimentaire et que l'administration suive de près sa distribution.
La rédaction de la RP a contacté Diomede de Sengimana, administrateur de la commune Vugizo. Il nous a confirmé que la Sosumo n'a pas encore distribué le cycle dans cette commune, mais ni toute spéculation des commerçants en cas de disponibilité du cycle. Je vous le disais également en titre, il y a une inégalité dans le paiement des taxes et impôts au Burundi selon les catégories de la population. Déclaration du professeur Gilbert Nyongabo dans un café de presse organisé ce lundi par l'Olicom. Gilbert Nyongabo trouve que ce sont les plus pauvres qui sont défavorisés par rapport aux riches. De son côté, le président de l'Olicom, Gabriel Rufyiri, trouve que la hausse des taxes n'est pas en soi une mauvaise décision. Pour Gabriel Rufyiri, il faut s'assurer que l'argent du contribuable est utilisé pour l'intérêt de tout le monde. Les prix du carburant ont été revus à la hausse. D'ailleurs, je dirais les prix de toutes les denrées de première nécessité. Mais le problème, ce n'est pas la hausse des prix. Si au moins les prix étaient revus à la hausse, mais que le gouvernement montrait en même temps comment la population pourrait profiter des taxes récoltées à travers la vente de ces produits. Mais ce n'est pas le cas. Le budget avait aux dépenses domine, avec par exemple des véhicules de luxe, des missions à l'extérieur du pays et bien d'autres consommations. Mais si tu regardes la part allouée au budget de production, c'est vraiment insignifiant. Par exemple, plus de 90% de la population burundaise vit de l'agriculture. Mais, curieusement, on ne favorise pas ce secteur. Un peu avant de venir ici, j'ai jeté un coup d'œil sur le budget de l'année passée. La rubrique des imprévus avait une grande part du budget. C'est en l'occurrence les missions du chef de l'État. À elles seules, les missions du chef de l'État ont coûté plus d'1,3 milliard de francs burundais. C'est vrai, c'est la plus haute institution, mais on doit tenir compte de ce qu'on gagne de ces sorties. Il n'y a pas d'institution qui ne soit pas contrôlée. C'est pourquoi elles bénéficient toutes de l'argent du contribuable. En un mot, l'argent de la rubrique imprévue a été utilisé presque entièrement pour les missions à l'extérieur du pays. Vu que nous sommes dans le budget programme, l'on doit évaluer ces sorties. Si l'on ne peut pas évaluer ça, on va arriver nulle part. Il y a des indicateurs. Par exemple, pour le prochain budget, il faudra qu'il y ait des indicateurs objectivement vérifiables. Si ce n'est pas le cas, je ne vois pas où nous allons. Voilà, c'est Gabriel Rufyiri, président de l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques et la corruption Olicom. Et ce journal est également posté sur le site de la radio publique africaine, c'est le www.rpa.bi. Tout de suite, la gouvernance dans le secteur de la justice. RPA. Le secteur judiciaire burundais n'a pas évolué 10 ans après la tenue des États généraux de la justice. Propos du président de la PARSEM qui précise que les recommandations pertinentes qui étaient sorties de ces États généraux sont restées lettres mortes. Faustin Ndikumana indique qu'il y a eu un manque de volonté du pouvoir exécutif qui veut toujours phagocyter le pouvoir judiciaire à travers l'instrumentalisation de la justice. 10 ans après la tenue des États généraux de la justice en 2013, en 2023, Parsem regrette que la justice n'a pas pu évoluer. Le secteur judiciaire n'a pas pu évoluer parce qu'il y avait des recommandations pertinentes qui étaient sorties de ces États généraux, de ces assises, mais qui sont restées lettres mortes. Et normalement, on constate que dans ce pays, il y a un manque de volonté de réformer les choses pour les faire avancer. Le secteur de la justice nécessite des réformes profondes, mais on a toujours constaté que le pouvoir exécutif veut toujours phagocyter le pouvoir judiciaire. Et cela seulement qu'à travers les instrumentariats de la justice, en profitant de sa position dans le pouvoir, en profitant de sa richesse pour corrompre. Certains utilisent de l'argent, d'autres utilisent les positions dans le pouvoir pour instrumentaliser la justice. Et les conséquences immédiates, c'est l'impunité qui est consacrée. Beaucoup de dossiers de corruption restent impunis. Les arrestations arbitraires qu'il faut remplir les prisons de façon en si nombre, les jugements qui ne sont pas exécutés, les magistrats qui se méconduisent, qui violent la loi, en cadre de jugement judiciaire, manque de protection des investisseurs, protection des droits de l'homme, tout reste problématique. Alors qu'à cette époque, il y avait des grandes recommandations, des grandes orientations pour que le secteur judiciaire soit réformé.
Le président de la PARSEM parle de certaines pratiques qui empêchent la justice burundaise d'évoluer. C'est notamment les promotions qui sont accordées pour influencer les magistrats et le manque de logistique des tribunaux qui empêchent aux citoyens lambda d'accéder facilement à la justice. Il s'agissait de reconnaître d'abord le pouvoir judiciaire comme troisième pouvoir à partir du statut de la Cour suprême, au niveau de ses moyens, de sa force, de sa capacité. Ce n'est pas le Conseil supérieur de la magistrature qui incarne l'indépendance de la justice, c'est le président de la Cour suprême, c'est la Cour suprême avec son rang protocolaire. Il fallait aussi une gestion professionnelle de la carrière des magistrats. Des promotions qui sont accordées de façon politique pour influencer les magistrats. Il fallait une gestion professionnelle de la carrière des magistrats avec un traitement meilleur par rapport à leurs fonctions. Troisièmement, c'était une inspection de la justice. En accordant l'indépendance aux magistrats, il fallait une inspection de la justice forte pour servir contre les magistrats véreux qui allaient se méconduire. Cette instance d'inspection de la justice doit y avoir à son sein des magistrats bien expérimentés pour bien faire des études d'inspection par rapport au jugement rendu. Il fallait aussi l'accès à la justice, renforcer l'accès à la justice, les tribunaux, la logistique des tribunaux, pour que l'accessibilité à la justice aux petits citoyens soit effective, soit une réalité. Il fallait aussi promouvoir une justice pénale humanisée pour que quand même les prisonniers continuent à avoir des prisonniers en surnombre. Toutes ces pistes devraient effleurer des recommandations, mettre en application des réformes nécessaires, des réformes salvatrices pour que ce secteur contribue à asseoir la démocratie, la bonne gouvernance, la protection des droits de l'homme et la relance économique. Parlons réfugiés pour clore cette édition, je vous le disais également en titre. La coalition des défenseurs des droits des réfugiés CBDH Vicar a adressé une correspondance aujourd'hui au secrétaire général des Nations Unies pour lui demander d'intervenir. La coalition évoque les persécutions auxquelles font face les réfugiés burundais en Tanzanie. Léopold Charangabo, vice-président de cette coalition, indique qu'ils ont montré à Antonio Guterres que même le HCR, la branche des Nations Unies chargée des réfugiés, a déjà délaissé ces réfugiés et a soutenu le rapatriement involontaire. La CBDH Vicar a décidé d'envoyer cette lettre au secrétaire des Nations Unies pour le mettre au courant de la situation actuelle des réfugiés burundais, une situation qui est tellement mauvaise à cause de la maltraitance des réfugiés burundais par le gouvernement tanzanien qui actuellement soutenu par certains agents du HCR. Dès le début de cette année, la Tanzanie, via le directeur général en charge des réfugiés au ministère de l'Intérieur et aussi les représentants du gouvernement au niveau des camps, avaient beaucoup menacé les réfugiés burundais jusqu'au niveau de demander les ONG de suspendre les aides destinées aux réfugiés burundais. Nous avons montré que nous avons été étonnés d'avoir entendu un agent du HCR disant que les réfugiés burundais doivent rentrer parce que la Tanzanie a refusé de leur octroyer de la nationalité. Comme si les réfugiés burundais sont en Tanzanie à la recherche de cette nationalité, oubliant qu'ils sont là pour être à l'abri de l'insécurité qui les a poussés à l'exil. Donc, nous avons beaucoup parlé au secrétaire général des Nations Unies de s'investir personnellement pour dire non à la violation des conventions signées et ratifiées en 1951 en rapport avec les réfugiés, et aussi demander à la Tanzanie de cesser ces actes de violation. Léopold Charangabo indique également que dans cette correspondance, la coalition CBDH Vicar a proposé des solutions préalables pour que ces réfugiés burundais rentrent en toute sécurité. Dans cette lettre, nous avons aussi souligné qu'il y a des réfugiés qui ne peuvent pas rentrer sans qu'il y ait préalablement un dialogue inclusif entre les Burundais. On peut citer en l'occurrence des ex-militaires.
il y a des opposants politiques, des journalistes, il y a aussi des manifestants contre le troisième mandat du fait Nkurunziza qui se comptent toujours par milliers qui craignent pour la sécurité. Parce que au Burundi, il existe encore des violations des droits de l'homme. Il y a toujours de l'intolérance politique, des maîtres des opposants, y compris même les rapatriés qui sont souvent menacés. Nous avons signalé que faire le dialogue inclusif inter-burundais sera la base du rapatriement massif des réfugiés burundais. Voilà, c'est Léopold Charangabo, vice-président de la coalition burundaise des défenseurs des droits des réfugiés, CBDH Vicar. Et c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 14 août 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.